Catherine. J'avais 18 ans quand je me suis marié et rien alors ne pouvait me laisser prévoir le changement qui devait par la suite affecter le caractère de Catherine. C'était alors une jeune fille fade, avec des cheveux lisses, séparés au milieu par une raie, un visage immobile, sans couleur, pâle et régulier. Elle n'avait d'autre beauté que ses yeux, de grands yeux un peu éteints, mais pleins de douceur. On ne pouvait dire qu'elle fût bien faite, mais elle me plaisait justement à cause de ses formes, une poitrine florissante, de larges hanches contrastant avec des jambes, des bras et des épaules d'une minceur d'enfant. Elle attirait non par sa beauté, mais par sa douceur, et c'est de cette douceur même que j'étais amoureux. Qui n'a pas connu Catherine à cette époque ne peut comprendre à quel point elle était douce. Ses gestes calmes et recueillis enchantaient, jamais un mot violent, un regard dur, et elle avait une façon de me donner raison, de s'en remettre toujours à mes désirs, de me regarder avant d'entreprendre toute chose, comme pour m'en demander la permission, qui souvent me causait une sorte d'embarras. Parfois je pensais, vraiment, je ne mérite pas une telle femme. Elle était toute patience, soumission, dévouement, pleine de grâce et de raffinement dans ses manières. Sa douceur était connue de tout le quartier, si bien que, au marché, les femmes disaient à ma mère: quel heureux homme que ton fils, il épouse une sainte. Moi, figurez-vous, je l'aurais voulu un peu moins douce, et il m'arrivait souvent de lui dire: Catherine, n'as-tu jamais dit un mot dur, jamais fait un geste brusque dans ta vie? Ceci en plaisantant, bien sûr, mais j'aurais presque désiré lui entendre dire un tel mot ou faire un tel geste. Nous nous mariâmes et allâmes habiter au-dessus de chez ma mère, dans des pièces mansardées qui ne servaient à personne. Ma mère habitait en dessous, et au rez-de-chaussée se trouvait notre magasin de boulangerie et de pâtes alimentaires. Ainsi vivions-nous et travaillions-nous dans la même maison. Pendant les 2 premières années de notre union, Catherine continua à se montrer aussi douce qu'avant ses noces, et peut-être plus encore parce qu'elle m'aimait et qu'elle m'était reconnaissante de l'avoir épousée, de lui avoir donné un intérieur et de l'avoir élevée à une condition meilleure. Elle était douce pour moi et pour ma mère, mais elle l'était aussi pour elle seule, quand personne ne la voyait. Parfois, rentrant chez moi vers midi, j'allais sur la pointe des pieds la surprendre en train de vaquer dans la cuisine à ses occupations ménagères, et je la regardais avec ravissement se mouvoir dans l'étroite pièce avec de petits pas et des gestes gracieux, sans précipitation, sans ennui, soigneuse, active, silencieuse. On eût dit qu'elle n'était pas à la cuisine en train de préparer le repas, mais bien à l'église, devant l'autel. Alors, j'entrai sans crier gare, et je l'embrassai. Et après ce baiser, elle me disait toute souriante: Tu m'as fait peur, avec cette voix si douce qu'elle paraissait une plainte. Au bout de 2 ans de mariage, il apparut clairement que Caterina ne pouvait avoir d'enfant. Je dis ceci brusquement, mais la certitude ne nous vint que par degrés. Nous voulions un fils, et comme il ne nous en venait pas, nous en discutâmes d'abord longtemps en famille, puis nous prîmes le parti d'aller consulter le premier médecin, et un second, puis un troisième. Caterina suivit des cures très coûteuses, et nous finîmes par comprendre que cela ne servait à rien. Que veux-tu, lui dis-je, ce n'est la faute de personne, c'est le destin. Et je crus un moment que Caterina se résignait à son tour. Mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Sans doute voulut-elle se résigner, mais elle ne le put pas. C'est à cette époque, en effet, que son caractère commença à changer. Son physique fut peut-être le premier à se modifier. Avant le moral, ses yeux si doux se firent durs, les coins de sa bouche s'amincirent méchamment et s'abaissèrent. Cette voix qui était comme un chant devint âpre, mais sans doute s'efforçait-elle de se maîtriser,
Aussi ne m'aperçus-je que son moral avait changé que lorsque son physique le dénonça. Au début, elle cessa simplement d'être douce. Par la suite, elle se fit hostile, agressive, emportée. Elle se mit à faire de ces réponses qui vous coupent le souffle. C'est comme cela, si tu n'es pas content, ce sera la même chose. Tu m'assommes, va au diable, laisse-moi tranquille, et autre chose de ce genre. Les premières fois, elle parut elle-même surprise de ces paroles, mais avec le temps, elle se laissa aller et ne sut plus dire autre chose. Pour un rien, elle claquait la porte. Toutes les portes de la maison ne firent plus que claquer, et il me semblait chaque fois recevoir un soufflet en pleine figure. Autrefois, elle me donnait de ces petits noms affectueux que savent trouver les femmes quand elles aiment. Chérie, amour, trésor. Maintenant, en fait de petits noms, imbécile, idiot, incapable, étaient parmi les plus doux qu'elle put m'adresser. Elle n'admettait pas d'être contredite et, avant même d'entendre mes objections, me traitait de crétin. Tais-toi, tu es un crétin, tu ne comprends rien. Et lorsque nous n'avions aucun motif de querelle, elle en inventait. Elle avait certains raffinements de méchanceté qui, s'ils n'avaient été cruels, m'auraient amusé par leur recherche et leur subtilité, une facilité à trouver le point faible, et j'avais beau me raisonner, m'inciter à serrer les dents, à me taire, à feindre l'indifférence, elle savait toujours dire le mot qui pénétrait sous la peau et me faisait sursauter. Tantôt elle s'attaquait à ma famille, qu'elle présentait être du bas peuple, alors qu'elle était la fille d'un employé, un petit commis aux écritures, à vrai dire, et qui était mort de faim. Tantôt elle s'en prenait à mon physique, et comme j'ai un œil qui n'y voit pas, avec, en guise de pupille, une tache brune comme de sang coagulé, elle prenait des mines dégoûtées. Ne t'approche pas de moi, cet œil me répugne, on dirait un œuf pourri. Or, rien n'offense quelqu'un davantage que de s'attaquer à sa souche ou à son physique. Naturellement, je perdais patience et ripostais en haussant le ton. Alors, avec un pâle sourire fielleux, tu vois, tu hurles, impossible de parler avec toi, tu pousses tout de suite des hurlements, à se demander si tu as été élevé. Il ne me restait plus qu'à m'en aller, et je m'en allais. Je sortais et allais promener ma solitude le long du Tibre, le cœur plein de colère et de tristesse. Et pourtant, je n'arrivais pas à la haïr. J'avais même pitié d'elle, comprenant que quelque chose de plus fort qu'elle la dominait, dont elle était la première à souffrir. C'était la nature qui la travaillait ainsi et la mettait hors d'elle-même. Son allure et son regard en étaient affectés, devenu inquiet, anxieux, avide, nerveux, comme d'une bête en quête d'une chose qui lui échappe. Dans cette voix qui me répondait si durement, il y avait plus que de l'impatience et de l'animosité, mais le grognement de l'animal qui souffre sans savoir pourquoi et s'en prend aux autres, irresponsable pourtant de son mal. Je devinai qu'un tel changement devait être attribué à la privation de l'enfant, et ma belle-mère me confirma dans cette idée en me racontant que, toute petite, Caterina passait son temps à bercer des poupées et voulait toujours servir de maman à ses frères plus jeunes. Puis, en grandissant, elle s'était développée de la façon que j'ai décrite, comme une femme faite pour avoir une nombreuse progéniture. Elle le savait et y comptait, mais les enfants n'étaient pas venus, et elle en perdait la tête. 5 ans passèrent ainsi. Les affaires marchaient bien, la boutique prospérait, mais j'étais malheureux, sans raison de vivre. Le caractère de Caterina avait empiré. Elle ne m'adressait plus la parole que par des grognements ou insultes. Les voisins ne disaient plus que j'avais épousé une sainte, mais bien que j'avais amené le diable dans la maison. Ma mère s'efforçait, la pauvre, de me consoler en me faisant envisager la venue possible d'un enfant qui rendrait à Caterina son ancienne douceur. Mais j'étais sceptique et, la voyant errer dans la maison, la figure tendue, tourmentée et aigrie, je prenais peur et me disais qu'un jour ou l'autre, comme un chien qui se retourne contre son maître et le mord, elle serait capable de me tuer.
de fin à nos misères, et quand je m'en allais seul me promener le long du Tibre, en regardant couler le fleuve, je pensais dire que j'ai 25 ans, un tout jeune homme encore, et que ma vie est finie, sans espoir, que me voilà condamné à vivre avec un démon à mes côtés. Je savais que je ne pouvais me séparer d'elle, car au fond je l'aimais et qu'elle n'avait que moi au monde. Mais je savais aussi que rester avec elle n'était plus une vie. Une profonde mélancolie m'envahissait alors, et pour un peu, je me serais jeté dans le fleuve. Une nuit où je rentrais seul à la maison, je descendis presque machinalement l'un de ces petits escaliers puants qui conduisent à la grève du Tibre, et, ayant choisi un coin sombre sous l'arche du pont, j'ôtai mon veston, le pliai, le posai à terre, puis, dans le noir, je griffonnai un billet que je plaçai à l'intérieur du vêtement. Le billet portait ces mots: Je me tue à cause de ma femme, suivi de ma signature. L'hiver était à son début et le Tibre était gros à faire peur, charriant dans ses eaux sombres des branches mortes et des détritus, et le froid en montait comme à l'entrée d'une grotte. Sur le point d'y sauter, je fus pris de peur et me mis à pleurer. Les larmes coulant sur mes joues, je rebroussai chemin sur la grève, remontai l'escalier et courus à la maison. J'allai tout droit à notre chambre où Caterina dormait déjà, et je la secouai en lui disant « Viens avec moi ». Cette fois, elle fut effrayée et me suivit sans souffler mot. Mais arrivée au petit escalier, elle se débattit. Elle avait peur que je ne veuille la faire mourir. Il faisait très sombre, l'endroit était désert et, de force, je la contraignis à descendre. Je la poussai devant moi sur la grève et je la suivais vêtue seulement de mon gilet et de ma chemise. Une fois sous le pont, je lui montrai ma veste et, ayant pris le billet, je le lui lus. « Voilà ce que tu me fais faire. Mais pourquoi, Caterina, as-tu tant changé? Tu étais si douce et tu es devenue un démon. Pourquoi ?» À ces mots, elle éclata aussi en sanglots et, tout en pleurant, m'embrassa, me jurant que dorénavant elle maîtriserait ses nerfs. Puis elle m'aida à enfiler ma veste et nous rentrâmes chez nous. Caterina ne s'amenda pas, au contraire. Depuis ce jour, elle se mit même à me railler parce que je n'avais pas eu le courage de me tuer. Nous étions en 1943. Dès le premier bombardement, ma mère décida de fermer boutique et d'aller nous réfugier à Valais-Corse, son pays. Caterina, à son habitude, ne voulait pas se décider et, pendant quelques jours, me fit vraiment devenir fou. Finalement, nous partîmes sur un camion qui allait chercher de la farine et d'autres denrées de marché noir. Le soleil brûlait, nous étions tous assis sur des banquettes, nos valises à nos pieds. Le camion roula un moment et, passé Frosinone, nous nous trouvâmes en rase campagne, au milieu de champs moissonnés et tout en chaume. Sous l'effet de la grosse chaleur, je m'étais presque endormi lorsque tout à coup le camion s'arrêta brusquement et le camionneur cria « Un avion, vite, dans le fossé !» L'avion n'était pas en vue, mais de tout près on entendait le grondement du moteur, rageur, métallique, ponctué d'éclatements rauques. Une rangée de peupliers et d'autres arbres touffus fermait un coin du paysage. C'était de là que venait le vrombissement. L'avion était là-bas, derrière. « Vite, dis-je à Caterina, descendons. » Elle haussa les épaules et, rétive, « Moi, je reste ici. »« Viens, je t'en supplie, tu veux donc mourir ?» Ça m'est égal de mourir. J'étais déjà sur le sol quand ces mots me parvinrent. Je courus au fossé et, presque en même temps, l'avion obscurcit le ciel au-dessus de nous. Le fracas du moteur se déchaîna comme une tempête, et à travers ce fracas, j'entendis la grêle de la mitrailleuse qui tirait. Le camion était au milieu de la route, avec Caterina assise sur la banquette, et tout autour la mitraille soulevait de petits nuages de poussière qui se dissolvaient dans l'air. Déjà l'avion était passé. Il avait disparu derrière les arbres, avait repris de la hauteur, et on le voyait s'éloigner dans le ciel en feu comme une libellule blanche. Et le camion était toujours
toujours là, avec Catherine assise toute seule. Je courus vers elle et l'appelai. Elle ne répondit pas. Je sautai sur le camion et je vis qu'elle était morte. C'est ainsi que je devins veuf à 25 ans, avec toute la vie devant moi, longue et déserte, telle que je me l'imaginais en me promenant le long du Tibre. Mais j'avais aimé Caterina et, pendant des années, je ne pus me consoler. Je pensais que, poussée par la nature qui la tourmentait, elle avait désiré et cherché quelque chose qu'elle ne savait pas définir et que, ne l'ayant pas trouvé, elle était devenue méchante, sans le vouloir, innocemment. Et enfin, à la place de ce qu'elle cherchait, elle avait trouvé la mort. Et nous n'avions rien pu pour elle. Elle avait changé, et elle était morte pour des causes indépendantes d'elle-même. J'avais souffert, et j'avais été libéré de ma souffrance par ces mêmes causes. Et cette douceur que j'avais tant aimée chez elle, elle l'avait reçue en don, tout comme la méchanceté